Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici donc l'enregistrement audio de notre série d'articles, une petite histoire du yaourt, qui sera complétée par une petite vidéo. Regardez bien les chapitres. Une vidéo qui vous permettra de faire une recette de yaourt au café, une recette personnelle que je vous ai partagée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à faire de très bons yaourts. Alors, pourquoi faire un podcast sur le yaourt? Eh bien, vous savez que nous sommes une chaîne dédiée à l'apprentissage du français. Alors, je suis actuellement dans un endroit où il fait extrêmement chaud et par moments il y a de la pluie. Donc, peut-être vous entendez cette sorte de pluie. Néanmoins, ça va se calmer malheureusement puisqu'il ne pleut pas assez. Alors, pourquoi cette série, cette série sur le yaourt? Parce que nous avons une partie dans notre site internet dédiée à la gastronomie. N'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, dans lequel nous parlons d'un certain nombre de produits. Et aussi, nous avons des élèves qui apprennent le français et qui ont besoin d'entendre la version audio des articles. Voilà pourquoi ce podcast. Alors, j'espère que cela va vous plaire et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je commence. Allons, partons directement pour la première partie de notre petite histoire du yaourt. Une petite histoire du yaourt. Première partie. Le yaourt est un produit très intéressant, comme nous allons le voir dans cet article, aussi bien historiquement, gustativement, commercialement que linguistiquement. C'est aussi un aliment doté de multiples vertus pour la santé. Élaboré naturellement au néolithique suite à la consommation du lait des troupeaux qui caillaient sous l'effet de la chaleur, longtemps consommé exclusivement dans les Balkans, dans les pays turcophones, en Iran et au Proche-Orient, le yaourt est devenu aujourd'hui un produit de grande consommation dans le monde entier avec une augmentation exponentielle en Europe et en Chine, où la population se laisse séduire de plus en plus par les produits laitiers. Cet aliment du quotidien, d'apparence banale, nous parle cependant profondément des hommes, de culture et d'histoire. Il recèle dans son pot un condensé de l'histoire de l'humanité, mais aussi de sa géographie. Cela méritait bien qu'on se penche d'un peu plus près sur le yaourt, aliment d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le yaourt, un produit qui a bonne réputation. Les avis sur le yaourt sont souvent très positifs. On accole volontiers des adjectifs mélioratifs à sa suite. Le yaourt, c'est bon pour la santé, les enfants l'adorent, il est meilleur de consommer un yaourt que des sucreries. Il contient de bonnes bactéries, autant utiles pour la santé des dents, des os que pour la flore intime féminine. Pour certains, c'est même un alicament, c'est-à-dire un aliment dont la composition a un impact positif sur la santé du consommateur. Il est facile à faire chez soi, avec ou sans yaourtière, et c'est même assez ludique et économique. Le yaourt est avant tout un produit traditionnel, perçu comme sain. C'est à peine si l'épisode du cartel du yaourt vient entacher sa réputation. Rappelez-vous, en 2015, l'autorité de la concurrence française a infligé une amende de 192 millions d'euros à des sociétés françaises qui, entre 2006 et 2012, avaient conclu une entente secrète sur les prix des yaourts. Hormis cet épisode, les scandales autour du yaourt sont rares, ce qui est un exploit quand on se penche plus en détail sur sa composition qui, comme tout aliment contenant des bactéries et des ferments, nécessite une hygiène stricte. Qu'est-ce qu'un yaourt? Les dictionnaires en France définissent ce produit comme du lait caillé ayant subi une fermentation acide. C'était déjà la description qu'on en faisait sous l'Antiquité, même si les moyens technologiques de l'époque ne permettaient pas d'analyser en détail les bactéries et les ferments, et même si le terme d'ensemencement moderne n'existait pas encore. Les aliments fermentés, en revanche, sont très anciens. À noter que ce mot ensemencement connaît une popularité croissante depuis que de nombreux pays manipulent les nuages, une pratique controversée dont nous parlerons dans un prochain article, une fois que nous aurons lu le livre du spécialiste sur le sujet. En effet, à French Discovery, nous ne parlons que de choses qu'on a lues expérimentées. Le yaourt est un organisme vivant.
Revenons donc à lui. Un yaourt est un lait caillé qui a subi une fermentation acide sous l'effet du développement des bactéries lactiques suivantes: Lactobacillus, Bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Certains pays sont plus exigeants que d'autres pour accorder la définition de yaourt, la présence ou l'absence de telle ou telle bactérie pouvant influencer sur la dénomination de celui-ci. À noter que le yaourt est un produit vivant comportant des ferments. C'est donc un produit fermenté comme la bière, le tofu ou encore la choucroute, le fromage, le pain au levain, les cornichons et hot pickles, la pâte de miso, le kéfir ou le kombucha. À l'état naturel, ces bactéries jouent un rôle important dans le corps humain, facilitant notamment la digestion ou le développement d'une flore interne utile à l'organisme. C'est pourquoi les yaourts dans lesquels on a ajouté des colorants, de l'amidon, du gélifiant ou autres n'ont pas le droit d'être dénommés yaourts, du moins en France, où la présence des bactéries Lactobacillus drelbrickley, excusez-moi pour la prononciation, Bulgaricus et Streptococcus thermophilus sont exigées. Regardez sur notre article French Discoveries, on a mis tous les noms et les détails. Cela n'est pas le cas dans d'autres pays où le terme yaourt peut regrouper des produits contenant des laits fermentés et des bactéries autres que celles citées précédemment. En France, on peut cependant ajouter au yaourt nature, répondant à la définition réglementaire, d'autres ingrédients comme du miel, de la confiture ou des morceaux de fruits, à condition de ne pas dépasser 30% du yaourt final. Le yaourt est donc un produit sain. Je ne vais pas refaire la page Wikipédia dédiée au yaourt en listant tous ses bénéfices pour la santé, je vous laisse la consulter par vous-même. Je vous partage ici mon opinion sur le produit. Les yaourts sont donc sains à condition de les consommer correctement et de les respecter en tant qu'organisme vivant, de veiller à la continuité de la chaîne du froid, de respecter une hygiène stricte, de les conserver à bonne température. Même quand vous faites des yaourts maison, il faut penser à stériliser vos pots en verre et nettoyer votre yaourtière pour éviter que de mauvaises bactéries colonisent votre yaourt. Si l'on fait un saut dans le temps, on peut constater que le yaourt n'est pas en soi un aliment dangereux. La preuve, on le consommait sans risque, même après formation dans des outres en peau de chèvre naturelle. Alors, question hygiène, à une époque où les gens se lavaient rarement les mains, je trouve que c'est un exploit. De nos jours, plusieurs écoles s'affrontent, certains affirmant qu'on peut consommer un yaourt longtemps après sa date de péremption, tandis que d'autres sont horrifiés à cette idée. On peut supposer que pendant des siècles, la consommation du produit était rapide, à une époque où le réfrigérateur n'existait pas. De plus, il était confectionné par des populations nomades qui ne disposaient que d'outres en peau de chèvre pour le transporter. À notre époque moderne, force est de constater qu'il n'existe pas, à notre connaissance, d'addiction ou de surdose liée au yaourt. Autre avantage, pour les intolérants au lactose, vous pouvez faire vos yaourts maison, vous pouvez remplacer le lait de vache par du lait de brebis ou par un lait végétal, comme le lait de soja ou d'amande. Attention, il vous faudra sans doute rajouter du lait en poudre à votre préparation pour éviter d'avoir des yaourts trop liquides, à moins que cela soit votre préférence. Dans la partie numéro 3 de ce podcast, vous allez donc pouvoir voir une recette en direct de yaourt. Un produit, plusieurs orthographes, mais penchons-nous sur l'orthographe de ce produit phare, plébiscité aussi bien par les enfants que par les adultes et recommandé par les médecins pour lutter notamment contre l'ostéoporose. Il s'écrit yaourt, terme en français, yogourt étant le terme anglo-saxon. Il dispose même d'une orthographe plus compliquée, yogourt avec un H entre le G et le O. Cette dernière orthographe est même la plus fréquente à l'intérieur de la francophonie, notamment en Belgique, Suisse et au Canada. On trouve aussi l'orthographe plus rare de yogourt avec un J, notamment en Suisse allemande. La prononciation varie aussi, certains préfèrent ne pas prononcer le T final, d'autres le prononcent fortement, c'est un choix et pour une fois que cela ne pose pas de problème de compréhension, libre à chacun de prononcer comme bon lui semble. Le mot yaourt n'est pas un mot français, il vient de la langue turque, ce qui est normal puisque les gens en France n'avaient pas de mots pour désigner des choses qui n'étaient pas dans leur environnement. Contrairement à notre époque hyper connectée, on peut
savoir ce qu'est un business plan, même si on ne parle pas anglais et même si on ne développe aucun projet commercial. Cette méconnaissance du produit en France pour un pays féru de cuisine peut sembler étonnante car le yaourt ne fut véritablement connu et consommé dans l'Hexagone qu'à partir de 1950 où il devint un produit de grande consommation. Le fameux épisode du yaourt introduit en France par François Ier suite à une colique est une légende urbaine puisque le médecin turc n'ayant pas divulgué la recette du yaourt au lait de brebis, offert au roi, soi-disant malade mais pas très curieux, on oublia complètement le yaourt. On va en reparler dans la suite de ce podcast. Cet oubli devait se prolonger jusqu'au XXe siècle. Alors le yaourt était vendu tout d'abord en pharmacie avant de devenir un produit de grande consommation en France. Le yaourt millénaire a été considéré comme un produit santé vendu en pharmacie notamment pour lutter contre la dysenterie et les problèmes digestifs. Le yaourt a intéressé des scientifiques de renom comme Stamen Grigorov, découvreur bulgare de la bactérie Lactobacillus bulgaricus. Grigorov a largement participé par la suite à un vaccin contre la tuberculose. Concernant le yaourt, il est le premier capable de découvrir en 1905 qu'une certaine souche de bacille est responsable de la création du yaourt nature. Un an avant lui, en 1904, Elie Metchnikov, élève de Pasteur, avait travaillé principalement sur l'isolation des ferments spécifiques du yaourt. Hormis la proximité temporelle et le fait que les deux expériences soient toutes deux réalisées sur du yaourt bulgare, il est intéressant de noter l'intérêt sanitaire porté au yaourt au début du XXe siècle. Le yaourt était alors vendu en pharmacie et nul n'aurait pu présager de son succès futur. D'ailleurs, le futur fondateur de Danone, le catalan Isaac Carasso, qui proposait des yaourts dans la région de Madrid et de Barcelone où les gens ne connaissaient pas ce produit, n'a pas connu de suite un succès fulgurant. Au sortir de la Première Guerre mondiale, il proposait des yaourts vendus en pharmacie pour soulager les maux des enfants et passait pour un passionné proposant un produit original. Ses ventes n'étant pas florissantes et comme tout pionnier, il a dû se battre pour développer son entreprise. Nous reviendrons sur son parcours ainsi que sur ceux qui ont fait le success story du yaourt bien plus tard. Pour la suite, maintenant, nous allons passer à la partie numéro 2 consacrée au yaourt. Produit millénaire. Comme évoqué dans la première partie, le yaourt est riche d'une longue histoire passionnante qui est liée à celle de l'humanité. Comme tous les produits fermentés, il est en effet apparu il y a très longtemps. Il est connu, semble-t-il, dès le XIe siècle par les Turcs avant d'être introduit dans les Balkans par les Ottomans aux environs du XIVe siècle. Cependant, des recherches historiques ont permis de déterminer que les laits fermentés, ancêtres du yaourt, étaient déjà connus et fabriqués dès la préhistoire. Pensez-y quand vous boirez votre lait fermenté. D'ailleurs, je vous conseille le lait Ribot, c'est délicieux, avec des crêpes, un délice. Et quand vous dégusterez votre yaourt, ils sont millénaires et ont traversé les siècles. Pourra-t-on en dire autant de nos snobismes culinaires contemporains? Seul l'avenir le dira. Après tout, le croissant a mis du temps à s'imposer à la table des petits déjeuners et je vous invite à lire l'histoire du croissant sur notre site internet French Discoveries. Une fabrication initialement liée au mode de conservation. Il y a 5000 ans, la population nomade d'Asie centrale conservait son lait dans des outres en peau de chèvre, ce qui le faisait cailler. La température qui régnait alors à l'intérieur de ces outres avait un impact évident sur les bactéries naturellement présentes dans le lait. Le processus donnait naturellement naissance à du yaourt nature, même si bien évidemment ce yaourt était sans doute très différent de celui que nous avons désormais dans nos réfrigérateurs. Ce yaourt était bien sûr consommé rapidement par les populations pour des raisons pragmatiques, mais aussi en raison de l'impossibilité de conserver sur une longue durée ces yaourts artisanaux. Malgré les apparences, l'utilisation des outres en peau de chèvre pour la conservation, mais aussi pour la production, était bien pratique et relativement hygiénique. Les bactéries présentes dans le yaourt étaient et sont toujours de bonnes bactéries, aux vertus préventives et curatives, comme le découvrirait la recherche à partir du XIXe siècle, quand elle se pencherait de manière scientifique sur ce produit.
Il faut aussi comprendre que les outres étaient transportées par les nomades comme ils le pouvaient, placées de part et d'autre du dos de l'animal qui portait également le cavalier, d'autres membres de sa famille ainsi que de menus objets du quotidien. Les gens transpiraient, chevaucher est une activité physique et les cuisses du cavalier posées sur les outres participaient, grâce à l'action de sa chaleur corporelle, sueur incluse, au processus de fermentation et de chauffe. Bon, cela peut sembler dégoûtant à nos contemporains, mais il n'y avait pas de frigo et par conséquent aucune conscience de l'importance de la chaîne du froid à l'époque. Comme on dit, en utilisant un anglicisme, c'était bien roots. Pendant longtemps, cette difficulté de conserver les yaourts, même au début du XXe siècle, conduira les pionniers qui se sont lancés dans ce commerce à effectuer des livraisons matinales journalières. Les débuts de l'entreprise Danone sont d'ailleurs un bon exemple de travail acharné porté par la conviction du fondateur qui voulait vendre du yaourt, un produit inconnu dans un pays qui n'en consommait pas, de surcroît en Espagne où les températures sont souvent caniculaires à une période où les réfrigérateurs étaient rares. Cela prouve qu'il faut croire en ses rêves et aux vertus de la persévérance. Après la Première Guerre mondiale, les gens qui mangent du yaourt le commandaient donc en pharmacie et venaient récupérer leur commande le lendemain pour une consommation dans la journée. On est très loin du débat de savoir faut-il consommer ou pas un yaourt après sa date de péremption, est-ce dangereux ou pas? À noter que les supermarchés ont commencé à exister en Europe aux environs des années 1950, ce qui correspond à l'explosion de la popularité du yaourt auprès des consommateurs. La démocratisation de la consommation des yaourts n'adviendra en effet qu'à partir des années 1950, ce qui en fait pour les Français un produit de consommation relativement récent, tout comme pour les Espagnols, les Portugais et les Italiens. D'ailleurs, en Italie, l'histoire des yaourts Yomo est aussi passionnante que l'histoire des yaourts Danone en Espagne ou Snoble en France. Il semble qu'en Italie, le yaourt au goût bulgare fut d'abord le premier consommé avant que la mode des yaourts plus consistants prenne le dessus au début des années 50. Nous en reparlerons dans la partie Success Story des yaourts. Alors, les yaourts pour les animaux domestiques. Attention, si le yaourt est bon pour les humains, qu'en est-il pour les animaux domestiques? Les propriétaires de chats et de chiens le savent, ceux-ci adorent lécher les pots de yaourt, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Cela peut même être dangereux si le yaourt contient du xylitol, un édulcorant qui est souvent utilisé dans les aliments consommés par les humains. Le xylitol est toxique pour les animaux qui l'accumulent dans leur tissu hépatique et qui ne peuvent pas l'éliminer. De plus, les yaourts sucrés avec des colorants, des conservateurs et surtout du sucre sont néfastes pour eux. Les yaourts aux fruits sont aussi à proscrire car souvent il y a un ajout de sirop et d'édulcorants. Le moindre mal reste le yaourt nature, mais il peut contenir du xylitol, donc on évite ou alors on vérifie scrupuleusement et c'est toujours en très petite quantité. Cependant, les probiotiques sont bénéfiques pour les animaux domestiques à condition de respecter la formulation du yaourt donné à votre animal. C'est pourquoi il existe des yaourts pour chats et chiens, vendus en animalerie ou par des producteurs de nourriture pour animaux, ainsi que dans des grandes surfaces aux rayons spécialisés et dans des boutiques en ligne. En cas de doute, demandez toujours conseil à votre vétérinaire, c'est le professionnel de santé le plus à même de vous informer vis-à-vis de ce genre de produit. Il existe même du yaourt pour les chevaux. À ce sujet, il est intéressant de noter que ceux-ci, à l'époque nomade, consommaient sans doute les restes de yaourt produits par leurs cavaliers, ce qui était intelligent car pour le cheval, l'intérêt du yaourt réside principalement dans ses qualités digestives. Les chevaux ont un microbiote intestinal fragile. Les bactéries lactiques sont donc bénéfiques pour eux. Pour les lecteurs passionnés de chevaux et qui veulent en savoir plus sur leur alimentation, nous avons relié sur French Discovery une publication du CNRS rédigée par Lydie Jocheran qui a réalisé un travail complet et de grande qualité sur ce sujet. Alors, le yaourt de François Ier, un coup d'épée dans l'eau? Si le yaourt est consommé largement dans la région des Balkans et au Moyen-Orient depuis des millénaires, ainsi que dans les pays turcophones, en Iran, dans les Balkans et au Proche-Orient où les familles faisaient leur yaourt maison,
et ça continue de nos jours. Il faudra cependant attendre le XVIe siècle pour que le yaourt fasse son apparition de manière complètement anecdotique en France. Ce produit était cependant inconnu et il va le rester jusqu'au XIXe siècle, voire les années 1950, malgré l'anecdote du mal de ventre de François Ier. En effet, il aura fallu un mal de ventre royal, la colique de François Ier, pour introduire à la cour le yaourt en mode one-shot, puisque comme vous allez le voir, cela ne fut pas suivi d'une consommation quelconque. En effet, à cette époque, la France et l'Empire ottoman sont alliés contre Charles Quint et de fréquents échanges ont lieu sur des sujets aussi intellectuels, politiques, militaires que triviaux. Soliman le Magnifique, étant l'allié du roi François Ier, apprend ses soucis gastriques. Il lui fit donc envoyer par son médecin personnel un yaourt au lait de brebis. François Ier était un gros mangeur et la cuisine de l'époque était particulièrement riche et grasse. Il souffrait sans doute de ses excès de table. Tout le monde sait qu'un bon yaourt aide à digérer. Le médicament, entre guillemets, envoyé par Soliman le Magnifique fut considéré comme une délicate attention et une curiosité. Après l'avoir mangé, le roi se sentit mieux et se déclara guéri. Mais la recette ne fut pas divulguée et alors qu'une large partie du monde consommait ce produit, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'il commence à apparaître très timidement dans les habitudes de consommation en France, principalement pour les enfants. On peut se dire que François Ier n'était pas bien curieux pour ne pas avoir cherché la recette de cet aliment qu'il avait guéri. Et il est curieux que personne dans l'entourage royal n'ait cherché à percer le mystère du yaourt servi au roi. On sait à travers maints écrits qu'au cours des siècles, les rois et les reines pratiquaient un véritable espionnage industriel et avaient peu de scrupules à voler ou à copier des inventions ou recettes qui présentaient un avantage. Cette attitude désinvolte du roi nous conduit à penser qu'imputer à François Ier l'introduction du yaourt en France est un peu tiré par les cheveux. Sur le papier, l'histoire est charmante, mais le manque de suite dans les idées du roi de France est un peu étrange. Dans notre troisième partie, nous allons parler des différents types de yaourts. Les bonnes choses ont toujours une fin et nous voici déjà arrivés à la partie numéro 3 consacrée à notre petite histoire du yaourt. Dernière partie consacrée au yaourt en tant que produit, nous reviendrons plus tard dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo sur les success stories du yaourt. Nous en parlerons sur notre site French Discoveries. En attendant, découvrons les différents types de yaourt. Au fait, connaissez-vous l'expression « faire du yaourt » ou « chanter en yaourt » ? C'est tout simplement une manière de chanter en produisant des sons et onomatopées diverses pour singer la langue, notamment en phase de création d'une chanson quand les paroles ne sont pas encore écrites et que le parolier fait une recherche pour que les mots se marient à la musique. En studio, lors de la création de la chanson, il est fréquent que les artistes fassent donc du yaourt. Bien sûr, ils ne font pas chauffer du lait et des ferments entre deux prises. Bon, je sais, j'ai un humour, hein. Bon. Voici maintenant les différents types de yaourts. Les amateurs le savent bien, il n'existe pas un, mais plusieurs types de yaourts. Grâce au site du CNIEL, Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, il est possible d'en savoir plus sur la fabrication de chaque type de yaourt selon les réglementations françaises. Nous allons évoquer ceci et utiliser pour cela le document public du CNIEL que vous pouvez retrouver sur notre site internet French Discoveries. Nous avons mis un lien vers le magnifique document très pédagogique qu'ils ont conçu et qui nous a inspiré également pour faire un petit exercice pour les personnes qui apprennent le français. Ce document revient sur les processus de fabrication des yaourts et fromages frais. Nous avons didactisé ce document afin de vous fournir un document pédagogique et cela complétera notre série d'articles. Les yaourts fermes sont donc le premier type de yaourt. C'est ce que j'ai essayé de faire maison dans la suite de cette vidéo. Vous allez avoir ma recette des yaourts au café. Après collecte du lait et analyse de celui-ci, le lait est écrémé afin de doser la crème selon la réglementation.
Ensuite, le lait est enrichi avec du lait en poudre et pasteurisé. Après refroidissement, le lait est ensemencé avec des ferments lactiques et un temps de fermentation est respecté. Alors, plus précisément, pendant 3 heures à 42 degrés. Vient alors la mise en pot du yaourt avec des étapes comme l'emboutissage, le remplissage, l'operculage. Vous savez, c'est on met un petit opercule sur le pot, hein. C'est le couvercle souple que vous détachez, que généralement vous léchez quand vous ouvrez un pot de yaourt. On laisse ensuite fermenter en étuve pendant encore 3 heures à 42 degrés et ensuite la dernière étape, c'est une réfrigération à 4 degrés. Ça, c'est pour les yaourts fermes. Pour les yaourts à boire, ce sont les mêmes étapes que pour les yaourts fermes jusqu'à l'étape d'ajout de lait en poudre. Et une fois que le lait en poudre a été ajouté, pour les futurs yaourts à boire, on les pasteurise, on les refroidit, on les ensemence avec des ferments lactiques pendant 3 heures à 42 degrés, mais ensuite ils sont brassés dans une cuve et ils sont fouettés. Ils sont ensuite conditionnés et réfrigérés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout la même texture que les yaourts fermes. Les yaourts brassés, alors c'est la même étape que les yaourts fermes. Vous avez le document de toute façon du CNIEL qui est fourni pour vous aider à vous repérer. Ils ont fait de très jolis schémas. Ensuite, on ajoute du lait en poudre. Ils sont ensuite pasteurisés à 72 degrés pendant 15 minutes. On les laisse refroidir, on les ensemence. Il y a la fermentation pendant 3 heures à 42 degrés et après un ajout éventuel de fruits, ils sont brassés dans une cuve puis mis en pot de yaourt avec les étapes déjà vues. Il y a aussi des fromages frais de type faisselle, donc ceux-ci sont après une étape de pasteurisation, hein, le processus étant le même que les yaourts brassés. Ensuite, ils sont refroidis, ensemencés avec des ferments lactiques et également de la pressure. On les laisse ensuite cailler, on les moule, on les égoutte, on les conditionne et on les met au froid. Alors, il y a aussi les fromages frais battus. Alors, les fromages frais battus suivent les mêmes étapes que les fromages frais de type faisselle, mais après qu'ils ont caillé, ils sont égouttés et fouettés. Ils sont ensuite conditionnés et mis au froid à 4 degrés. Quant aux petits suisses, c'est la même étape que les fromages frais battus jusqu'à l'égouttage, car ensuite il y a un ajout de crème, puis ils sont conditionnés et mis au froid à 4 degrés. Maintenant, terminons avec les yaourts grecs. Alors là, il faut faire attention, il y a yaourt grec et yaourt à la grecque. Alors, ils sont différents selon qu'ils sont fabriqués en Grèce ou en France. En Grèce, le yaourt grec, c'est un lait fermenté qui est égoutté. Tandis qu'en France, c'est un yaourt dit à la grecque, c'est-à-dire un yaourt nature enrichi en crème. Cependant, ces dernières années, il y a une forte demande pour ce type de yaourt et donc de très nombreuses recettes. Regardez bien l'étiquette, grec égale selon la recette grecque, donc un lait fermenté égoutté, et à la grecque, donc un yaourt nature enrichi en crème. Vous allez bientôt voir comment faire des yaourts maison, mais avant je voulais revenir sur une petite invention qui permet de faire des yaourts sans électricité, en effet une yaourtière sans électricité. Alors pour information, il est possible de faire des yaourts donc sans électricité grâce à un nouveau type de yaourtière et de nombreuses vidéos sur YouTube présentent ce produit. Dans notre article sur French Discoveries, nous avons cité une vidéo qui nous semble très intéressante et très facile à comprendre. Voilà, ainsi s'achève la première partie de nos articles consacrés au yaourt et nous allons maintenant voir une petite vidéo pour mettre en pratique notre amour du yaourt pour faire des yaourts au café. Et vous allez voir que chez moi c'est un joyeux camping, mais qu'on peut faire des yaourts un peu à la nomade. Bon, pas à dos de cheval, mais moi j'ai fait des yaourts en mettant ma yaourtière sur un escabeau. Si vous êtes curieux,
allez directement, allons ensemble faire des yaourts au café. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Cela nous aide beaucoup pour avoir davantage de visibilité. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Tout d'abord, 1 litre de lait. Moi, personnellement, j'aime bien le lait entier. Ensuite, un yaourt. Bien évidemment, le yaourt, je l'ai pris nature. Et vous pouvez prendre aussi des ferments. Mais l'important, c'est qu'on peut, même avec un yaourt, faire du yaourt. On verse le lait dans la casserole. Vraiment, c'est très basique. Étape 2, comme j'aime bien jouer, j'ai envie de faire des yaourts au café. Donc, voici mon café. Je verse mon café dans mon lait. Comme j'aime beaucoup le goût du café, je vais mettre 4 cuillères. Je vais donc verser mon yaourt dans la casserole. Étape super important, mélanger. Il faut effectivement que le mélange soit homogène. Il faut surtout mélanger le yaourt. Ne jetez pas le pot une fois que vous avez mis dans le mélange dans la casserole. En effet, vous allez avoir besoin de rajouter du lait écrémé en poudre pour que le yaourt ne soit pas liquide. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un conseil que je vous donne. J'ai déjà essayé sans lait en poudre et mes yaourts étaient plutôt liquides. Après, ce n'est pas forcément obligatoire. Moi, j'ai du lait écrémé en poudre light sur cette vidéo. Généralement, je préfère les choses un petit peu plus corsées, mais au magasin, il n'y en avait pas. Et j'ai déjà fait des yaourts avec le lait vraiment très écrémé, le lait en poudre très écrémé, et ça a marché. Puisque de toute façon, j'ai mis un lait rouge, donc un lait très entier, et un yaourt nature normal. Écoutez, c'est juste pour la texture. Vous versez le contenu de votre pot dans votre casserole. Alors là, comme ça fait pas très ragoûtant. On va mélanger et chauffer, bien sûr, pour tuer les éventuelles bactéries. On a besoin du ferment, mais on n'a pas besoin des bactéries. Personnellement, j'ai quand même fait des yaourts par erreur en oubliant de faire chauffer le lait. C'était bon, mais dans beaucoup de recettes, j'ai vu qu'il fallait chauffer le lait. Donc, écoutez, on va essayer cette fois-ci en suivant les choses dans les règles de l'art. Étape très importante, mélanger pour éviter les yaourts et puis surtout mélanger pour que le yaourt soit bien mélangé au lait. Alors comme en plus moi j'ai rajouté du lait en poudre, c'est normal que je mélange un petit peu plus et donc je dois bien mélanger et ensuite on va on va faire chauffer et on va faire en sorte que ça ne bout pas. Donc l'idée c'est de faire chauffer pour tuer les bactéries qui ne seraient pas les bactéries dont on a besoin, à savoir notre ferment. Ça c'est, si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais dans beaucoup de blogs et de sites internet, c'est ce que conseillaient les personnes et c'est ce qu'ils disaient. Alors peut-être c'est une erreur collective, hein, ça arrive, je serais toujours curieuse de savoir la raison pour laquelle on doit faire chauffer le mélange lait et yaourt ou lait et ferment. Personnellement, comme je vous dis, moi j'ai fait beaucoup de fois des yaourts sans chauffer. Donc on va voir hein, pour cette fois-ci. Là, je filme et comme je suis gauchère, je suis pas très à l'aise. J'ai deux mains gauches, comme on dit, donc je ne filme pas je ne tourne pas pendant que je filme. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut être présente, vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux et tourner, puis surtout vérifier. Il ne faut pas que ça boue, donc il faut vraiment vous concentrer. On fait une chose à la fois.
Alors, toute la difficulté quand on fait des yaourts, c'est qu'il ne faut pas que ça bouffe. Le lait ne doit pas bouillir, donc il faut vraiment surveiller, il faut être là. Et moi, par exemple, qui ai des plaques vraiment très anciennes, c'est à chaque fois la loterie, mais vous allez voir, ça marche. Alors encore une fois, pourquoi porter à ébullition? Bah, tout simplement pour pas faire du lait fermenté. Moi j'ai tendance à ne pas faire chauffer normalement, mais je fais plutôt des yaourts un peu de type bulgare, c'est-à-dire ils sont plutôt très fermentés, ça ressemble à du lait fermenté. Et d'ailleurs j'aime bien avec la cuillère remuer pour qu'ils soient liquides et faire un peu du yaourt à boire. Mais cette fois-ci je veux faire des yaourts au café compact, donc je respecte la recette. Alors, certaines personnes vous conseilleront d'utiliser un thermomètre de cuisine. Moi, je n'en ai pas. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je laisse reposer un petit peu avant de mettre en pot et dans la yaourtière. Une fois que le lait a refroidi, vous voyez, je verse dans des petits pots à l'aide d'un objet qui a donc un bec verseur. Voilà. Alors, voilà dans ma yaourtière, donc c'est une yaourtière avec donc possibilité de faire 7 yaourts. Donc une fois que tous les yaourts sont remplis, ce que je fais, c'est qu'il ne faut pas mettre les couvercles. Il faut donc vous laisser les yaourts sans couvercle. On va maintenant fermer la yaourtière. Voilà, la yaourtière est fermée. Moi, c'est une yaourtière que j'avais achetée à l'époque. Elle coûtait 30 € je crois. Il y a des yaourtières à tous les prix, on en trouve même d'occasion. Il faut juste vérifier qu'elle soit bien en état de marche. Moi, au début, je faisais beaucoup de yaourts. Après, j'ai laissé tomber et je sais pas pourquoi. Je m'y suis remis dernièrement. Et donc, je rappelle que ce n'est pas un partenariat commercial et que c'est pour illustrer notre article sur French Discovery, la petite histoire du yaourt et aussi faire un lien avec notre contenu pédagogique sur l'impératif. Voilà pourquoi j'ai volontairement essayé en tout cas de brouiller les pistes. Alors vous voyez, j'ai posé ma yaourtière sur un échafaudage parce que il y a des travaux chez moi en ce moment, j'habite un petit appartement, mais il faut surtout pas, il faut la mettre sur un espace stable, donc là ça ne bouge pas, j'ai déjà fait plein de yaourts avec, plein de fournées de yaourts, et pas au-dessus d'un réfrigérateur, et on va laisser, donc on va appuyer sur le bouton on et on va laisser fermenter pendant un certain temps. Moi, je sais qu'il fait très chaud là où j'habite, dans la banlieue de Lyon. Donc, généralement, entre 4 à 5 heures, mes yaourts sont bons. Mais il y a peut-être des endroits où il faut aller des fois un autre cycle. Donc, faites un premier cycle, regardez le résultat, 4-5 heures. Et puis, si c'est encore trop liquide, vous remettez un autre cycle. Et voilà, yaourtière branchée, il suffit plus d'attendre, il faut surtout pas ouvrir la yaourtière. Et puis bon, moi mon challenge c'est d'arriver à faire des yaourts au café qui est vraiment goût de café. Bah écoutez, déjà on va voir ensuite quand je vais les prendre et ensuite je vous montrerai quand on met les petits couvercles qui sont fournis avec la yaourtière. Et puis n'oubliez pas aussi, il va falloir stériliser. Ça c'est très très important, donc stérilisez bien vos pots, j'en ai pas parlé, mais c'est comme stériliser un biberon ou un bocal en verre, donc n'hésitez pas à stériliser entre chaque création de yaourt vos pots, parce que bien sûr, même si en verre ça risque moins qu'avec des choses comme le plastique ou quoi que ce soit, c'est quand même un ferment, donc c'est important d'avoir une hygiène quand même irréprochable. Et puis le fait maison, ça se conserve moins, il n'y a pas de conservateur, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus tarder à le manger. Puis il faudra aussi les mettre au frais, on en parlera juste après. Et voilà le résultat, on va voir la consistance. Eh ben, je pense qu'on est sur un succès. Au niveau de la consistance, c'est parfait. J'ai juste oublié de mettre du sucre. Alors, c'est mangeable. Si vous aimez bien sucré, n'oubliez pas de mettre un peu de sucre. Moi, j'en ai pas mis du tout. Voilà. Alors, j'ai mis du sucre. C'est pas obligatoire, ça se mange, mais c'est pour voir un petit peu le goût que ça aurait avec du sucre. Alors, quand je mets pas de sucre, je mets pas de sucre. Et quand je mets du sucre, moi, je mets beaucoup de sucre. Chacun ses goûts.